Bien, alors maintenant je suppose que j'ai un microservice qui est démarré et qui me permet donc on va dire, de gérer les étudiants avec tout ce qui concerne les opérations classiques, également de gérer des formations. On l'a testé, donc on a vu qu'on peut exécuter les différentes fonctionnalités. Alors maintenant, j'ai besoin de créer une partie, la partie application web, c'est-à-dire la partie frontale de l'application. Voilà. Donc ce que je viens de faire, on a fait ça. On a créé les entités, on a créé les interfaces JPA Repository. Le web service, on peut l'écrire, mais on l'a généré, parce que Spring Data qui nous a permis d'avoir un web service, il est là. Et on a testé donc notre microservice en utilisant un client REST. Pour nous, donc c'est Advanced REST Client. Ça nous a permis de tester donc bien sûr ce microservice. Alors maintenant, j'ai besoin plutôt de créer une partie front-end de l'application, c'est-à-dire une application basée sur Angular, parce que j'ai besoin quand même de créer une partie web de l'application. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de Angular, comment ça marche, etc. Donc, plutôt, donc, vous allez juste voir, bien sûr, si vous voulez voir les détails, il y a dans le support de cours et quelques vidéos qui montrent comment ça marche Angular, comment le développer. Mais plutôt, donc, vous, ce qui va être intéressant pour vous, c'est que vous avez assisté comment développer la partie back-end du microservice. Vous allez suivre un petit peu comment développer également la partie front-end du microservice. Alors, logiquement, maintenant, je change de métier. Parce que normalement, dans un projet, quand je travaille avec le back-end, j'ai Eclipse, j'ai Java, je mets en place les microservices, vous savez ce qu'on fait. Maintenant, l'équipe front-end, c'est une autre personne. C'est une autre personne peut-être c'est la même personne qui va développer la partie front-end. Qu'est-ce qu'elle va faire pour développer la couche web de l'application? Bon, il a besoin d'abord donc on va utiliser, donc, je prends le cas de Angular. En fait, Angular, si vous voulez, c'est un framework qui est très utile, très bien sûr développé pour créer la partie front des applications web, également les applications mobiles. Notamment si vous travaillez avec Ionic, c'est très important de faire une formation sur cette partie Angular, parce que pour la partie front-end, donc, dans la majorité des cas, ça c'est quelque chose de très demandé maintenant. En tout cas, les ingénieurs que nous formons et également les masters, pratiquement ils sont très sollicités donc, au niveau de l'embauche à ce niveau-là. Donc ça mérite. Donc, c'est-à-dire vous, si vous voulez adopter une solution, vous pouvez par exemple recommander par exemple celle que je vais vous montrer là si vous voulez. Alors en tout cas, donc, je suppose que je suis connecté, parce que si on n'est pas connecté généralement on ne peut rien faire. Alors je suppose, voilà, alors je vais mettre connecté via mon point d'accès. Okay. Alors, pour travailler avec Angular, donc, en principe, il y a un ensemble d'outils qu'il faut installer. Alors, le premier outil, bon, si vous regardez dans la documentation Angular, il faut d'abord installer un outil qui est connu, c'est Node.js. Node.js, c'est le premier qu'il faut installer pour pouvoir c'est plutôt, quand vous êtes dans la partie front-end, donc vous allez oublier les outils Java, etc. Vous allez commencer à utiliser que des outils concernant JavaScript. Le premier outil que vous devrez avoir, notamment, c'est Node.js. Alors, si Node.js est installé, en principe, vous pouvez utiliser une commande qui s'appelle npm, Node Package Manager, que vous pouvez utiliser pour installer Angular. Donc, sur le site de Angular, d'ailleurs, si vous consultez angular.io, et si vous cherchez en fait, voilà, Get Started, si vous voulez, bon, si vous voulez démarrer avec Angular, vous avez un mécanisme. Donc, la première des choses, c'est ça. Une fois que vous installez Node.js, vous avez une commande npm. Avec npm, vous pouvez installer Angular CLI. Donc, c'est un outil. CLI, c'est Command Line Interface.
Donc, c'est-à-dire Angular, il vous donne des outils que vous pouvez utiliser pour générer facilement la structure d'une application. Donc, ça, c'est des choses assez classiques. La même chose pour Ionic. Pour travailler avec Ionic, il faut installer le Ionic CLI. Donc, c'est un peu ça. Bon, une fois que c'est installé, bon, je suppose que cette opération-là, donc, c'est déjà fait pour moi. Mais parce que quand vous installez Angular CLI, c'est que vous disposez sur votre système. Alors, vous voyez ici donc -G, c'est-à-dire global. C'est-à-dire je l'installe une fois pour toutes dans ma machine. C'est-à-dire je peux utiliser Angular CLI dans n'importe quel projet. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez accéder. Bon, pour moi, donc je suis dans un dossier. Je vais créer par exemple un dossier que je vais appeler CD Univ. Je suppose que c'est là où je vais mettre mes projets front. Alors, on va utiliser la commande npm new project. Alors, je vais l'appeler donc WS front web. Ça, c'est le nom du projet. WS, c'est microservice front-end. C'est-à-dire, pour moi, ça, c'est le projet qui représente la partie front de mon microservice. Vous remarquez déjà que je suis dans un autre projet. J'ai changé de casquette. Donc, quand je suis là, je ne connais plus ni Java, je ne connais ni PHP, ni .NET. Tout ce que je connais, c'est HTML, CSS, JavaScript. Pour chaque microservice, il faut développer la partie backend. La partie backend, je vous ai montré maintenant comment la... Exactement. Elle parle de deux microservices. Exactement. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes dans cette approche-là, c'est que globalement, vous avez la partie back-end et la partie front-end. C'est deux projets qui sont même en entreprise, il y a des gens qui sont embauchés qui travaillent avec le back-end, il y en a d'autres qui travaillent avec le front-end. Si votre qualité, si vous êtes plus le design, parce que quand même, pour être le front-end, il faut quand même savoir utiliser les bons styles et tout ce qui est les frameworks Bootstrap, il faut savoir utiliser les bons templates, etc. pour développer l'application. Mais en même temps, il faut connaître bien HTML5, il faut connaître bien un framework JavaScript. Et parmi les frameworks JavaScript qui sont, bien sûr, qu'on va utiliser ici, c'est Angular. Alors, comment on fait ça? npm new. C'est pas npm. Donc, npm, c'est Node Package Manager, c'est Node.js. J'ai utilisé Node.js pour installer Angular. Et quand vous installez Angular, vous avez une commande qui s'appelle ng. ng, c'est Angular CLI. Alors, je vais utiliser donc new. Je veux créer un projet qui s'appelle, par exemple, microservice front web. Ça, c'est le nom du projet. Alors, la commande ng, qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter à Internet. Il va vous télécharger. Voilà, il a déjà télécharger un modèle de projet, un exemple de projet qui est vide, qui contient le squelette d'une application basée sur Angular. Sauf que quand il télécharge les fichiers, il a besoin de télécharger les dépendances. Parce que même dans mon application, j'ai besoin d'utiliser beaucoup de librairies pour Angular. Donc ça veut dire, au début, donc, si vous le faites en principe, ça prend un peu de temps parce qu'il a besoin de télécharger tous les éléments basés sur NPM. C'est-à-dire, d'ailleurs, si vous remarquez là, une fois qu'il vous génère le projet, il exécute la commande npm install. npm install, qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter, il va télécharger les dépendances exactement comme on faisait avec Maven. C'est-à-dire Maven, c'est la partie back-end. Pour frontal, c'est npm. Parce que la même chose, la partie frontale, on a besoin des librairies JavaScript, on a besoin des librairies CSS, etc. Donc globalement, c'est un peu ça. Donc on va attendre quelques moments où il va télécharger toutes les dépendances et je vais commencer à éditer donc, mon code et peut-être vous allez voir quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. Le plus important pour vous, c'est de savoir voilà la manière avec laquelle on développe la partie front-end des applications basées sur Angular. Et comme ça, si vous voulez par la suite voir les détails, vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir y aller sans problème. Sachant que la même chose, moi je dis toujours c'est pas compliqué, mais vous savez, quand on a la tête pleine avec
quand vous avez beaucoup de messages à gérer, vous avez beaucoup de deadlines, beaucoup de problèmes, c'est qu'il vous reste dans votre mémoire un peu de... Si vous ajoutez plus de choses, vous allez écraser les autres. Mais pour quelqu'un qui vraiment qui ne fait que ça, en principe, c'est pas compliqué. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Mais si vous faites beaucoup de choses administratives, etc., à un moment donné, tout deviendra complexe. Là, tu n'as même pas la tête de... ça peut arriver, mais pour vous, je vous rappelle qu'on est dans le contexte, c'est qu'il faut un petit peu avoir un background global. Et comme ça, quand vous allez rédiger le cahier de charge notamment, ou bien l'appel à projet, ou le CPS, ou je ne sais pas, au moins, vous avez quelque chose sur lequel vous allez vous baser. C'est très bien de connaître ça. Okay. Alors, donc, vous voyez, bon, ça dépend de la connexion. Généralement, quand on a une bonne connexion, c'est une opération qui se fait assez rapidement. Moi, je suis connecté via mon point d'accès mobile, 4G. Ben, j'attends. Je vais attendre. Alors, oui, j'ai la connexion Wi-Fi. A priori, bon, il n'y aura pas de problème. Il est rapide, la connexion Wi-Fi? Le débit est plus important que 4G? Parce que moi, parfois, d'habitude, la 4G est plus rapide que le... Oui. Donc tout à l'heure, je l'ai utilisé parce que je vois que même si vous n'avez pas de proxy, mais je crois que quand il y a des requêtes qui vont vers des adresses IP, il y a une protection. Donc ça veut dire que j'ai testé tout à l'heure, si des points ça ne marche pas, pourquoi? Parce que parfois il y a des requêtes qui vont vers des adresses IP et non pas vers des noms de domaine. Et ça bloque. Donc c'est pour cela que j'ai basculé vers... Bon, c'est pas un problème, c'est terminé. Alors le projet est créé. Alors maintenant j'ai besoin d'un éditeur pour la partie front-end. Alors pour la partie back-end, nous avons travaillé avec Eclipse, n'est-ce pas? Eclipse c'est un IDE pour Java, etc. Vous pouvez utiliser IntelliJ à la place de Eclipse. Mais pour la partie front-end, vous pouvez toujours continuer à travailler avec Eclipse. Mais il faut installer des plugins Angular qui facilitent le travail. Mais si vous cherchez vraiment, vous n'allez pas trouver mieux que WebStorm. Alors, en fait, JetBrains a créé un ensemble d'éditeurs qui sont très bien faits. Alors, pour tout ce qui est la partie front-end, si vous développez que la partie web mobile, si vous êtes dans le front, WebStorm, c'est le meilleur éditeur que vous pouvez, à mon avis, hein, c'est le meilleur éditeur que vous pouvez utiliser dans ce contexte. Alors, ça demande une licence. Alors, nous, en fait, on a toujours la licence gratuitement parce qu'il y a une licence éducation, généralement qui est gratuite, donc on ne paye pas le... généralement, il suffit de leur envoyer une demande si vous êtes dans une institution publique et que vous utilisez dans quel contexte. Et généralement, ils vous donnent une licence pour... y a pas, ça, et même si pour acheter la licence, généralement, ça ne coûte pas cher. C'est vraiment des outils presque gratuits. Alors, mais sinon, si vous voulez utiliser donc, un IDE qui est gratuit, donc vous pouvez utiliser Eclipse et après vous installez des plugins. Mais quand vous installez des plugins, vous n'aurez pas toujours toutes les parce que ça c'est vraiment fait pour ça. Alors faites JetBrains, il a un IDE pour acheter pour tout ce qui est la partie front, web et mobile. Quand vous avez WebStorm, si vous développez les applications web et mobile, généralement c'est l'un des éditeurs les plus utilisés. L'autre éditeur c'est Visual Studio Code, il est gratuit. Vous savez, Visual Studio, il a un outil qui s'appelle Visual Studio Code, que vous pouvez également utiliser, il est gratuit. Mais si vous le comparez, si vous utilisez les deux, vous allez voir quand même il y a une grande différence. Mais après, par la suite, vous pouvez utiliser un simple IDE quelconque. Il y a un bloc-notes. Si vous avez une dizaine d'années d'expérience, vous maîtrisez tellement vous écrivez du JavaScript au bout des doigts. Là, vous utilisez n'importe quel IDE. Quelconque, ce n'est pas un problème, un simple IDE. Mais, à mon avis, donc, si vous travaillez avec Angular, c'est plus intéressant de travailler comme ça. Alors, voilà ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser donc WebStorm. Je vais créer un projet. En fait, le contenu du projet, il est déjà généré. Tout à l'heure, avec la commande, je vais donc parcourir. Je vais aller vers mon système, là où j'ai copié je crois que j'ai créé un dossier qui s'appelle Univ, dans lequel vous allez trouver un dossier qui a été créé qui s'appelle
MS Front. Bon, je l'ai appelé Front, mais peu importe. Front Web. Donc ça, c'est le projet, créer le projet. Yes. New window. Alors, c'est donc que j'ai maintenant, en quelque sorte, un projet créé. Il est là. Bon, là, le compte, son contenu. Alors après, bien sûr, vous aurez besoin par la suite de connaître la structure d'un projet basé sur Angular. Il y a quand même pas mal de détails qu'il faut connaître. Mais ce que vous allez savoir ici, c'est que Angular, il est basé sur la notion de programmation orientée composant. Vous savez que dans HTML5, il y a quelque chose qui a été introduit, qui s'appelle les composants web. Dans une application, chaque partie de votre application, c'est un composant web, c'est un web component. Alors je vais juste revenir sur les slides de Angular pour vous montrer justement cette idée-là parce qu'elle est très intéressante. Alors, il y a en fait alors pour Angular, juste il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que Angular, il y a des versions. Angular, il y a la première version de Angular qui était populaire, qui était utilisée depuis une dizaine depuis assez pas mal d'années. Je n'ai pas exactement la date où il a été vraiment commencé à être exploité. Mais en tout cas, la première version d'Angular s'appelait AngularJS. Et quand on utilise la première version de Angular, c'est que toute l'application que vous écrivez, c'est du JavaScript. Et AngularJS, la première version, elle est basée sur le concept MVC. MVC, c'est MVC côté client, si vous voulez. Donc le pattern MVC, il est utilisé là. Alors, vous savez, la version AngularJS, il a vraiment été exploité pour développer les applications, mais le problème de JavaScript, c'est quoi? C'est que vous savez, dans JavaScript, lui-même, il a évolué. Dans JavaScript, il y a des normes. ECMAScript 1, 2, 3, 4, jusqu'à la version 6. Alors, sauf que, quand vous écrivez une grande application avec JavaScript, c'est très compliqué de structurer votre projet. Parce que JavaScript, ce n'est pas un langage qui est structuré, comme le cas de Java, comme le cas de C# par exemple. Avec JavaScript, même si vous voulez faire l'orienté objet, pour structurer vos composants, c'est compliqué. Vous allez vraiment il faut avoir beaucoup d'expérience sur JavaScript pour pouvoir monter quelque chose qui est, en tout cas pour une grande application, c'est quand même, ça laisse frotter un peu la tête pour cela. Alors c'est la raison pour laquelle, vous savez que la version, il y a un langage qui a été créé qui s'appelle TypeScript. TypeScript, c'est quoi? C'est le futur de JavaScript. C'est-à-dire il faut la connaître. C'est le futur de JavaScript. Ça veut dire que si vous regardez la norme ECMAScript 6 de JavaScript, qui n'est pas encore reconnue par les navigateurs, parce que les navigateurs web, ils doivent la reconnaître. En fait, la norme ECMAScript 6, c'est TypeScript. Alors, autrement dit, dans le futur de JavaScript, on va complètement basculer vers l'orienté objet. C'est-à-dire écrire une application, vous allez trouver dans le futur du JavaScript, vous allez créer des interfaces, des implémentations, vous faites tout ce que vous faites dans Java et dans C#, vous pouvez le faire également dans les nouvelles versions de JavaScript. Mais sauf que, au lieu d'attendre encore des années et des années pour que tous les navigateurs reconnaissent la version de JavaScript, il y a la version 6. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Il y a un langage qui a été créé qui s'appelle TypeScript. Et justement, avec TypeScript, je peux écrire une application. C'est un langage qui est structuré, orienté objet. Sauf que, bien sûr, une fois que j'ai créé l'application TypeScript, comme les navigateurs ne reconnaissent que du JavaScript, il me faut ce qu'on appelle un transpiler. Un compilateur qui permet de traduire TypeScript en JavaScript. Alors, il dit quoi? Donc, moi, j'ai créé mon application TypeScript, qui est le futur de JavaScript.
Mais comme les navigateurs ne reconnaissent pas encore TypeScript, il y a un compilateur qui traduit vers JavaScript. Tout simplement, c'est ce qui a beaucoup changé ces dernières années dans la partie front-end. Alors justement, d'où la création de Angular 2. Donc Angular 2, lui, il est basé sur ce concept. D'abord, Angular 2, c'est une réécriture complète de Angular 1. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de travailler avec Angular JS, Angular, quand ils passent l'Angular 2, ils découvrent que c'est un nouveau framework. Ils n'ont en commun que le nom. Alors, d'abord, Angular 2, il est basé sur TypeScript. C'est-à-dire quand vous allez écrire l'application, vous écrivez TypeScript, c'est beaucoup plus simple dès que vous allez voir. Et également, Angular 2 n'est pas basé sur le pattern MVC, mais il est basé sur le pattern les Web Components, composants web. Alors juste, donc il y a la version 2 de Angular, et rapidement il y a la version 4. La version 3, il n'existe pas parce qu'il a été abandonné, il y avait des complications. Et après, rapidement, 6 mois après, il y a la version 5. Et maintenant, il y a quelques semaines, il y a la version 6. Généralement, ça va vite. Il y a l'amélioration uniquement en termes de performance. C'est qu'il y a vraiment une course maintenant entre Angular et React.js. Angular, c'est un framework qui est développé par Google. Il faut le savoir. Et après, React.js, c'est Facebook. Donc, vous avez ces deux frameworks qui sont les concurrents la partie front-end des applications. Ben, donc, en quelque sorte, ça, il faut le savoir. Alors maintenant, rapidement, je vais sauter. Alors, juste, je vais vous montrer ça. Alors, voilà un exemple d'une application web dans laquelle vous allez trouver une partie dans laquelle vous avez une bannière, vous trouverez des boutons, vous trouverez une partie concernant, par exemple, le menu gauche, vous trouverez des contenus, etc. Mais tout ce que vous voyez là, chaque partie de l'application, c'est un composant web. Par exemple, ça, c'est un web component. C'est un composant. C'est un composant. Un composant se trouve à l'intérieur de composants. Ça veut dire que la manière de créer la partie front de l'application, la même chose, au lieu de créer carrément une page dans laquelle je mets tout ce qui va être affiché, ben, tout simplement, je structure mon application, je crée un composant qui permet d'afficher la carte d'un étudiant. Je crée un composant qui permet de s'intéresser à l'authentification. Un composant. Et après, par la suite, des composants, je peux les réutiliser comme je veux. C'est pour faciliter le montage des applications. Quand vous êtes dans l'approche composant, ça devient plus simple. Alors ça, c'est juste entre parenthèses. Alors maintenant, une fois que mon projet a été créé ici, je ne vais pas rentrer dans les détails du contenu. Alors par défaut, il y a un composant principal qui est créé. Maintenant, ce que je vais faire dans la partie terminale, pour tester l'application Angular, je vais utiliser une commande ngserve. ngserve, qu'est-ce qu'il fait? Il va démarrer un serveur local basé sur Node.js pour tester la partie front. Parce que normalement, pour tester la partie front, il faut la prendre et il faut la mettre dans un serveur web et après, il faut la tester. Donc là, si vous voulez, il démarre un serveur local qui utilise par défaut le port 4200, vous allez voir. Mais en même temps, ngserve, qu'est-ce qu'il fait? Parce que toute l'application, il est écrite en TypeScript. Il fait avec l'opération de transpiler, c'est-à-dire il convertit TypeScript en JavaScript. Ben, il dit que donc finalement, quand je vois le code source navigateur, je ne vais pas voir le TypeScript. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir c'est du JavaScript. Et c'est du JavaScript, vous n'allez rien comprendre sa structure, mais en tout cas dans la base, c'est TypeScript. Alors ici, donc ça c'est vous voyez donc il est démarré sur le port 4200. Alors si je veux voir l'application telle qu'elle est là, maintenant ça, je vais taper localhost 4200. Alors qu'est-ce que je vois là? Je vois tout simplement l'application qui s'affiche, donc welcome. C'est-à-dire que pour le moment, dans mon application, il y a un seul composant qui permet d'afficher ça. Alors moi, ce que je vais faire, ici, j'arrive à cette application, je vais aller vers mon composant, la partie HTML de ce composant, ça vous aurez l'occasion, je vais effacer tout ça, et je vais mettre tout simplement welcome. Alors c'est juste comme ça, vous allez voir, regardez, je reviens directement à mon navigateur, qu'est-ce que je vois? Je n'ai même pas besoin d'actualiser, parce qu'en fait, il est basé sur... donc c'est-à-dire, vous faites la modification, et vous pouvez voir directement le contenu. C'est-à-dire, pour le moment, mon application, il ne contient rien. Moi, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un composant, je vais créer un composant web, dans lequel je vais afficher la liste des étudiants, ou bien la liste des formations, et pour chaque formation, je vais afficher les étudiants de cette formation, par exemple.
C'est clair ce que je veux faire? Alors, pour cela, ce que je vais faire, je vais créer un composant web. Alors, pour créer un composant web, directement ici, sur la commande, je vais utiliser la commande ng generate component, GC. Generate component. Je veux demander de générer un composant qui s'appelle, par exemple, étudiant, comme tout court. Alors, Angular CLA, il me génère un composant. Et vous allez remarquer qu'il va me créer un dossier. Dans App, il va me créer un dossier étudiant. Et généralement, un composant web se compose en fait de 4 fichiers. Ben, le premier fichier, la partie HTML des composants. La partie HTML des composants, je vais mettre ici, par exemple, H1. Je vais mettre par exemple liste des étudiants. Mais après, il y a la partie dans laquelle il y a la partie TypeScript du composant. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et également, il y a la partie CSS des composants, c'est-à-dire que chaque composant, il a sa partie HTML, c'est ce qui s'affiche. La partie TypeScript, c'est les traitements. Parce que quand je clique sur un bouton, je dois quand même faire quelque chose. C'est la partie TypeScript. Et après, il y a la partie CSS, tout ce qui concerne les styles CSS que vous voulez utiliser dans le composant. Et après, il y a un fichier qui n'est pas important pour le moment, c'est un fichier qui permet de faire les tests unitaires. Parce que pour créer un test unitaire pour chaque composant, généralement, on crée un fichier qui s'appelle spec.ts, étudiant component.spec.ts, mais ici, on ne va pas l'utiliser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais regardez, dans la partie TypeScript, le composant que je viens de créer, je peux spécifier quelle est la balise. Quelle est la balise que je vais, quelle balise que je vais utiliser pour insérer ce composant. Alors, par exemple, cette balise, en quelque sorte, le sélecteur, je vais l'appeler app.et. app.et. app.et, ça veut dire que si je vais vers mon composant, rappelez tout à l'heure dans la racine du composant, c'est-à-dire la racine de ce composant, donc vous avez tout à l'heure, si vous vous rappelez, voilà, j'affiche ça. Mais maintenant ici dans la place de welcome, je vais afficher un composant, le composant étudiant. Alors pour cela, je vais juste faire quelque chose de plus simple. Ici, au lieu d'afficher ça, je vais afficher une balise qui s'appelle app.et. app.et. Avec la balise app.et, c'est mon composant. J'ai créé un composant étudiant qui est utilisé sous forme cette balise. Enregistré. Je reviens vers le navigateur. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois la liste. Non. Alors en fait, le composant, quand il est créé, le composant étudiant, de la partie HTML, il m'affiche liste des étudiants. Ou alors, la partie TypeScript du composant, on définit quelques paramètres parmi lesquels il y a en quelque sorte, il y a le sélecteur qui représente comment vous voulez insérer le composant de l'application. C'est juste l'une des solutions, c'est ça. Alors, peu importe. Alors, ça, à la rigueur, ça nécessite un petit peu des détails que vous allez voir dans la documentation ou bien les vidéos pour voir les détails. Maintenant, ce que je vais faire, je ne veux pas afficher liste des étudiants, mais je veux envoyer une requête HTTP vers la partie backend pour récupérer la liste des étudiants et je veux l'afficher. D'abord, je vais commencer par les formations. Alors pour cela, vous allez devoir admettre avec moi quelque chose. D'abord, dans le module principal de l'application, j'ai besoin d'importer un certain nombre de modules dans la valise import. Je vais importer un module qui s'appelle forms module. Bon, ça, c'est toujours utilisé. C'est parce que j'ai besoin également de communiquer avec via HTTP. Il y a un module qui s'appelle HTTP client module. Bon, ça, c'est deux modules. Je vais les utiliser dans mon code par la suite. Ça, c'est un premier détail. Alors ensuite, je vais revenir vers mon composant. Alors dans la partie composant ici, étudiant component. Alors en fait, un composant maintenant. La partie TypeScript, c'est quoi? C'est une classe. Vous voyez donc un composant, c'est classe. Ça, c'est du TypeScript. Classe étudiant component.
implements en init. Alors, quand on implémente l'interface en init, on va redéfinir une méthode qui s'appelle ng on init. Donc, à l'intérieur de ng on init, c'est le code qui va s'exécuter au chargement du composant. Donc, si vous voulez faire un traitement au moment du chargement du composant, on va le faire à l'intérieur de cette méthode. Donc, ça, c'est au niveau du cycle de vie du composant. Mais pour que ça soit un composant, on doit utiliser ce qu'on appelle un décorateur. Le décorateur, c'est une annotation, c'est l'équivalent des annotations dans Java. Et si le décorateur utilisé, ça s'appelle component. En tout cas, c'est un composant web. Le composant, voilà sa balise, voilà comment on l'affiche. Voilà la partie HTML de ce composant. Et voilà la partie CSS de ce composant. Bon, globalement, c'est quelque chose qu'on fait. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste... Dans la partie, si vous voulez, juste pour vous montrer dans le composant, je vais déclarer une variable. Une variable que je vais appeler par exemple email. Alors avec TypeScript, je peux déclarer une variable de type par exemple string, par exemple, égale, la valeur c'est alors juste, vous serez étonné quand vous écrivez ça. Alors, TypeScript, il a un compilateur parfois que vous pouvez paramétrer. En principe, par défaut, dans la config actuelle, quand vous utilisez égal, il faut mettre des espaces comme ça. Également, il faut mettre des espaces. C'est quand même, c'est parfois embêtant de respecter toutes les règles. Email. Alors pour éviter juste ce problème-là, alors ce que je vais faire dans le fichier, il y a un fichier qui s'appelle tslinked, dans lequel il y a des règles. Les règles, je vais juste les supprimer. Bon, je n'en ai pas besoin. Et après, je vais vous dire à quoi servent ces règles. Les règles, c'est juste dans TypeScript, si vous voulez exiger. En plus du compilateur, vous lui dites, il faut qu'il y ait un espace entre égal et la variable. Il faut, etc. Par défaut, il y a des contraintes qui sont ajoutées par défaut. Mais même si vous ne les respectez pas, ça va marcher. Mais si juste vous voulez dans TypeScript ajouter des conditions au compilateur, si vous voulez exiger encore au niveau syntaxique, ça on le fait. Mais globalement, ce fichier-là, donc, vous le supprimez, vous n'avez pas besoin. Je reviens à mon ici, à mon script. Donc, vous voyez donc ici, donc, en fin de compte, au niveau syntaxique, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une variable email. Mais dans la partie HTML, je veux afficher cette adresse mail. Je veux l'afficher. Pour l'afficher, il suffit d'utiliser donc l'expression entre double accolades. Je vais afficher quelque chose comme ça, email. Alors, ça veut dire quoi email ici? Donc, je vais afficher la valeur d'une variable qui s'appelle email, qui est déclarée dans la partie TypeScript. Alors, si je regarde un petit peu ici, vous allez voir, ici, qu'est-ce que je vois ici? Donc, je vois ça, je vois l'adresse email. Donc, ça veut dire finalement, dans la partie HTML, on affiche des données qui sont déclarées dans la classe du composant. Donc, la partie TypeScript, voilà, je déclare mes données. Mais dans HTML, je ne fais que afficher les données qui se trouvent dans la classe du composant. Alors maintenant, je vais exploiter ça pour, en fait, moi, c'est pas ce que je veux une liste d'étudiants. Alors pour cela, donc, j'ai besoin de faire quelque chose. Alors voilà ce que je vais faire. Dans la partie TypeScript, je vais déclarer une liste d'étudiants. Je vais l'appeler liste d'étudiants, comme ça. Je peux déclarer le type, si je connais. Si je ne connais pas le type, par défaut, il utilise un type qui s'appelle any, c'est-à-dire n'importe quel. Vous pouvez lui affecter n'importe quelle valeur. Sinon, si vous mettez rien, c'est par défaut, c'est any. Alors maintenant, ce que je vais faire dans la partie ng on init, c'est-à-dire au démarrage, j'ai besoin d'utiliser le service HTTP. Alors pour utiliser le service HTTP, je vais devoir l'injecter comme on le fait avec Spring. Dans Spring, on utilise AutoWire pour lui demander d'injecter un service. Alors si on va le faire de cette manière, private, je déclare dans le constructeur une variable que je vais appeler HTTP client si vous voulez, je peux l'appeler comme ça. De quel type? De type HTTP client. Alors la même chose ici, donc HTTP client
il faut l'importer. Vous allez voir ici, donc, import, bon, ça c'est le même style. Alors, sauf que si vous travaillez avec WebStorm, CTRL espace, ça importe quand vous le faites avec Eclipse. Mais si vous êtes dans un autre éditeur, il faut importer. Ça, c'est vraiment un travail lourd, hein. Donc, c'est juste. Alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux la liste des formations. Alors, si vous voulez, au lieu de récupérer la liste des étudiants, je vais récupérer la liste des formations. Liste des formations. Liste des formations. Je vais utiliser 10.http client. Ouais, l'objet. Point. HTTP client, je vais lui demander d'envoyer une requête avec get. Alors, c'est une requête avec get. Maintenant, je suis dans la partie front-end, je suis en train d'envoyer une requête HTTP vers la partie back-end. Où se trouve la partie back-end? HTTP, on a testé tout à l'heure, c'est quoi? C'est localhost, c'est 80/formation. Donc, HTTP client.get ou la .post ou la .put, .patch, ça c'est dans le... Mais en principe, pour les gens qui ont fait du JavaScript, ça c'est la technologie Ajax. Dans le Ajax, j'envoie des requêtes à 50. J'envoie la requête, je ne suis pas bloqué, j'attends jusqu'à ce que la réponse m'arrive et je récupère le contenu. Pour cela, on va utiliser, une fois que vous mettez .get, vous mettez .subscribe. Subscribe, c'est-à-dire que vous savez que dans les design patterns, il y a un design pattern qui s'appelle observateur. L'idée principale, c'est quoi? C'est que je vous demande quelque chose, plutôt, je voudrais que vous me donniez une information. Quelqu'un, vous voulez lui demander une information. Il y a deux manières de faire. Soit qu'à chaque fois, vous l'appelez, vous lui dites, est-ce qu'il y a du nouveau? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a du nouveau? À chaque fois, vous le dérangez comme ça. Si vous appelez quelqu'un comme ça, 2 fois, 3 fois, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, donne-moi ton numéro de téléphone, dès que j'ai quelque chose, c'est moi qui va te contacter. Dans l'ingénierie logicielle, c'est un design pattern observer. Généralement, il utilise. Dire subscribe, ça veut dire quoi? J'envoie la requête, et quand vous subscribe, ça veut dire que une fois que les données arrivent, ouais, je suppose que les données, pour moi, c'est des données que j'appelle data. Je vais utiliser ici, c'est comme une sorte d'expression lambda. Ici, data. Point. Subscribe. Data. Il y a deux versions. À chaque fois dans les nouvelles versions, alors data. Error. Ce que je voulais. Alors voilà le code que je devrais écrire, parce qu'en fait, il se trouve juste un petit souci dans le... Alors ça, c'est liste formation. Liste formation, voilà. Juste, il ne faut pas être étonné parce que dans Angular, comme je vous disais, il y a version 2, Mbed 4, c'est très rapide. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, parfois vous êtes étonné qu'il y a parfois
des solutions qui sont dépréciées. C'est-à-dire il y a une nouvelle manière d'écrire la chose. Alors regardez, c'est très simple de comprendre ça. Ça veut dire quoi? Donc http client.get. J'envoie une requête HTTP vers cette URL formation. Une fois que j'ai le résultat, c'est-à-dire j'envoie la requête, qu'est-ce que je récupère normalement? Je récupère des données en format JSON. Ou avec les données en format JSON, il va les stocker dans une variable qui s'appelle data. Donc pour moi, data, c'est quoi? C'est le résultat de la réponse HTTP. Une fois que j'ai ce résultat-là, je vais le stocker dans cette liste. Donc je vais utiliser 10.list formation égale data. Donc si ça marche, j'ai ça. Mais s'il y a erreur, je vais afficher le message d'erreur. Parce que généralement, quand il y a un petit problème de connexion, là, des trucs comme ça, on prévoit quelque chose dans ce sens-là. Alors c'est donc quand vous utilisez console.log, c'est juste dans la console, je vais loguer avec le message d'erreur. Alors ça, c'est le code qui me permet donc de récupérer en quelque sorte. Dès le départ, j'envoie une requête. Mais maintenant, une fois que j'ai les données, je sais que quand je teste, j'ai la liste des formations, qu'est-ce que je récupère normalement? Je récupère un objet JSON qui contient un élément qui s'appelle embedded, à l'intérieur duquel je trouve un attribut qui s'appelle formation, qui est un tableau. Et lui-même, ce tableau-là, il contient un ensemble de formations. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire une boucle sur ces données-là, et après, je vais afficher ces formations. Alors pour le faire, je reviens à la partie HTML. Alors maintenant, dans la partie HTML, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer donc un tableau, table, tr, th. Je vais afficher par exemple le ID de l'étudiant. C'est pas le ID de l'étudiant, je vais afficher les formations. Je vais afficher les formations, donc c'est-à-dire ID formation, le nom de la formation et la durée de la formation. La durée. Mais après, je dois faire une boucle pour afficher la liste des formations. Alors, avec Angular, voilà ce qu'on va faire. Donc TR, ce TR-là, je vais le répéter plusieurs fois. Je vais utiliser une balise de Angular qui s'appelle ngFor. ngFor, c'est-à-dire for, pour une boucle. Pour chaque F, formation F, off, je vais parcourir quoi? Je vais parcourir, alors dans mon composant, j'ai déclaré une variable qui s'appelle liste formation. Maintenant, je vais parcourir cette liste de formation. Liste formation. Mais dans liste formation, qu'est-ce qui m'intéresse? Il faut aller vers liste formation, il faut aller vers embedded, n'est-ce pas? C'est l'attribut embedded entre l'attribut formation. Ça veut dire que je dois faire point embedded point formation. Pourquoi je fais ça? Parce que Spring Data REST, il m'impose ce format. Donc je dois m'adapter à ce format-là. Formation. Alors, donc là, je vais boucler. Et après, pour chaque ça, je vais mettre un TD. Et dans chaque TD, je vais afficher f.id. TD. Je vais afficher f. Le nom de la formation. Et je vais afficher f. La durée de la formation. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est du code HTML. Mais c'est du code HTML, mais derrière, il y a Angular qui va faire des boucles, qui va récupérer des données pour les afficher. Alors, en principe, si j'enregistre ça, je vais découvrir quelque chose qui est très important, parce qu'au début, ça ne va pas marcher. Alors, a priori, donc, j'ai quelque chose, un tableau, ça, c'est pas Smithon, mais je ne vois pas les données. Mais si je regarde dans les outils de développement, alors, d'abord, il me dit quelque chose, là, vous accédez en fait, embedded un objet qui est indéfini. Alors, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en principe, je ne dois pas commencer à afficher tant que l'objet liste formation n'est pas encore chargé. Parce que ce qui se passe ici, la partie HTML commence déjà à afficher alors que l'objet formation, il est nul. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes dans le cas d'un null pointer exception.
Alors c'est pour cela, ce tableau-là, je vais ajouter une condition ngIf, c'est-à-dire ce tableau-là, je ne vais l'afficher que si, dans le cas où liste de formation n'est pas nulle. C'est-à-dire si cette variable-là est remplie, je vais l'afficher. Alors, j'évite d'abord ce premier cas. Bon, je n'ai plus la même erreur, mais par contre, j'ai quelque chose d'important. Regardez. Maintenant, réellement, il a envoyé la requête. Il a envoyé la requête HTTP vers le serveur. Et le serveur a refusé. De me donner les données. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a quelque chose que vous allez souvent rencontrer, c'est ça. L'erreur No Access Control Allow Origin. Alors en fait, il faut bien comprendre ça. Alors, généralement, vous devrez savoir une chose, c'est que quand vous récupérez une page sur le web, أنا كنمشي لواحد le domaine x.com, مشيت لواحد le domaine x.com, j'ai récupéré une page. N'est-ce pas? J'ai récupéré une page. Je clique avec la page que j'ai récupérée moi dans le domaine x.com et je voudrais envoyer une requête vers un autre domaine qui s'appelle y.com. Parce que la partie front-end, parfois, elle est placée dans un domaine. Et pour moi, la partie front-end, elle est en localhost 4200. C'est un domaine. Mais la partie back-end, elle est en localhost, mais dans le port 8080-88. Ça veut dire que si j'ai deux domaines, n'est-ce pas? Alors, quand vous récupérez une page, moi, dans le domaine x.com, quand, dans votre application, quand vous cliquez sur un bouton, un lien pour envoyer une requête vers le domaine y.com, le navigateur, le browser, il n'a pas le droit de faire ça. Ça veut dire que pour des raisons de sécurité, les navigateurs web n'ont pas le droit d'envoyer des requêtes un domaine à partir d'une page qui est récupérée à partir d'un autre domaine. Alors ça, c'est pour les navigateurs, ils ont ça. Pour qu'ils puissent l'envoyer, ils doivent demander l'autorisation. Ça veut dire que nous, quand vous envoyez une requête avec GET vers le microservice, avant, le navigateur, avant d'envoyer avec la requête GET, il envoie d'abord une requête qui s'appelle avec option, pour demander au domaine, est-ce que j'ai le droit de t'envoyer la requête? Alors c'est comme si, avant de te demander quelque chose, je te demande, est-ce que j'ai le droit de te demander? Alors ça, c'est un problème qui est connu par ce qu'on appelle ces cross-origin. Cross-origin, c'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de récupérer une page à partir d'un domaine X et d'envoyer une requête vers un domaine Y. Vous allez le rencontrer quand est-ce? Quand vous déployez la partie front-end dans le domaine X, alors que la partie back-end, vous la déployez dans un autre domaine. Mais si vous êtes dans le même nom de domaine, il n'y aura pas ce problème. C'est-à-dire, si l'application, on les déploie dans le même domaine, on n'aura pas... Alors maintenant, il faut qu'on donne cette autorisation. Et le microservice, je dois lui dire, j'autorise, il faut lui dire, voilà, j'autorise le domaine X, ou tous les domaines, à accéder à cette API. Donc si vous voulez créer une API REST qui est exposée pour n'importe quel domaine, il faut que vous donnez l'autorisation. Parce que si vous ne donnez pas l'autorisation, ça suppose que les applications qui se trouvent dans ce domaine qui ont le droit de l'utiliser. Il y a la signification de access control ou origin. Alors maintenant, comment ajouter l'autorisation? Alors si vous voulez ajouter l'autorisation, on va juste ajouter quelque chose dans notre configuration. Dans l'application, logiquement, ce qu'on fait généralement, c'est qu'il faut juste aller vers l'interface, par exemple, étudiant repository, ou bien formation repository. Ok, la notation ici qu'on ajoute, qui s'appelle cross origin. Et vous mettez étoile. Logiquement, quand vous dites étoile, je peux mettre là http localhost 4000. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis en train, l'API REST, je suis en train d'autoriser une application qui provient de ce domaine-là d'accéder à cette application. Mais généralement, si vous ne voulez pas faire, vous mettez étoile.
Étoile, ça veut dire que j'autorise tous les domaines. Souvent, il y a des API REST que vous pouvez consommer à partir de n'importe quelle application qui se trouve dans n'importe quel domaine. Ça suppose qu'ici, donc, en principe, il y a une autorisation. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Maintenant, également, il faut dire, il n'y a que les méthodes que j'autorise. J'autorise que les méthodes get, que les méthodes post, etc. Donc, si vous voulez encore donner plus de détails, voilà ce que vous allez faire. Vous allez juste créer une classe que je vais appeler global config. Je vais la copier directement ici. Alors, cette classe-là, c'est une classe de configuration. Alors, c'est une classe de configuration. En fait, pour configurer maintenant avec Spring Data REST, vous avez juste besoin d'ajouter ça. Vous avez besoin d'ajouter. Alors, si vous voulez, pour ne pas vous compliquer la chose, voilà, je vais prendre ça. CTRL X, CTRL C. La classe que je viens de créer, je vais la supprimer, carrément. Parce qu'on a déjà, en fait, fait ça, mais d'une autre manière. Donc, juste pour ne pas vous donner deux méthodes différentes. Alors, je reviens à l'application. Regardez dans mon application ici, que j'ai créée, là. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai fait ça. J'ai fait pour autoriser à exposer le ID des entités. Là, j'ai utilisé repository rest configuration.expose for ID, c'est-à-dire j'ai autorisé d'exposer. Alors, avec cet même objet, je vais ajouter ça. CTRL V. Voilà ce que je dois ajouter. Je dois lui dire repository rest config.getCourse. Course, c'est cross origin. Registrer. D'abord, je vais lui dire add mapping slash étoile, c'est-à-dire pour n'importe quelle requête. Avec slash étoile, ça veut dire n'importe quelle URL qui provient de ce domaine-là. N'importe quelle URL qui provient de ce domaine. Alors, au lieu de mettre le domaine, je peux mettre étoile. Si je mets étoile, ça veut dire quoi? Pour n'importe quel domaine. Qui contient n'importe quelle requête. Parce que parfois, il y a des requêtes qui contiennent des entêtes. Et même les entêtes qui se trouvent dans les requêtes, si je mets là étoile, ça veut dire que j'autorise toutes les entêtes qui viennent des requêtes HTTP. Et après, on met les méthodes autorisées. J'autorise option, head, get, put, post, delete, patch. Bon, si vous voulez, cette portion de code que vous voyez là, c'est quelque chose que vous aurez besoin d'intégrer. C'est juste pour... le problème, on ne l'a pas vu quand on testait, on testait directement le navigateur. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans le même domaine. Mais maintenant, il y a deux applications. Une application dans le domaine X, il y a la partie backend, et une application dans le domaine Y. Donc, je dois donner cette autorisation. Alors, j'enregistre. Je vais enregistrer. Je reviens à l'application. La partie front-end de mon application. Alors je vais redémarrer. J'espère qu'il n'y a pas de quelque chose d'oublié. Bien.
Regardez, alors a priori donc maintenant, je ne vois plus la même erreur ici. En principe, avec le problème de cross origin, c'est réglé. Mais par contre, je ne vois pas les données ici. Alors, non, il y a toujours le problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, là. J'autorise ce domaine. Est-ce que je suis dans la bonne application? Bon, il faut juste que je m'assure. Moi, je crois que c'est la bonne application. Bon, je bascule vers l'autre solution. Alors, juste pour ne pas trop tarder, ben, je vais supprimer ça. CTRL X. De là. Alors, je vais opter pour cette classe de configuration comme ça, dans laquelle je fais la même chose. Alors, je vais... Alors, cette deuxième solution, ça consiste à quoi? Juste créer une classe qui hérite de repository REST configuration adapter. Je redéfinis une méthode et après je fais le même, en fait c'est le même code de tout à l'heure. Ici. Voilà. Alors qu'est-ce que vous voyez là? Donc je vois le... Alors je vois... Alors je vois ici donc, je vois la liste des formations. Bon ça c'est une liste, mais en fait, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que je suis dans la partie front de l'application, derrière, au démarrage. Il a envoyé une requête, il récupère les données de JSON. Ben, il m'a affiché donc la liste des formations ici. Alors moi je vais faire mieux, parce que je vais afficher la liste des formations. Quand je clique sur une formation, je vais afficher les étudiants de cette formation. Les étudiants qui sont inscrits, avec la possibilité d'inscrire un étudiant. Bon, c'est juste pour vous donner un petit flash. Mais sauf qu'au niveau design, j'ai quand même besoin d'améliorer ça. Parce qu'en fait, il faudrait que j'utilise un framework Bootstrap qui va me permettre de faire les choses correctement. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour ajouter Bootstrap dans mon application, je vais d'abord installer Bootstrap. C'est une dépendance qui n'est pas intégrée par défaut dans l'application. Donc, je vais utiliser, pour installer Bootstrap, je vais utiliser npm install -save. Bon, install quoi? Je vais installer Bootstrap. Je ne veux pas installer la version 4 parce que la version 4 elle est complètement différente de la version 3. Je vais utiliser at3, c'est-à-dire la version 3 de Bootstrap. -save. C'est-à-dire que cette dépendance, il va l'enregistrer dans le fichier package.json du projet. Bon, c'est une dépendance que je viens d'ajouter. Alors, qu'est-ce qu'il fait npm? Il se connecte à Internet, il télécharge Bootstrap, il le met dans le projet et moi, je vais l'utiliser directement. Alors, sauf que pour l'utiliser directement, alors pour cette partie-là, donc je estime en fait on a encore 5 minutes, comme ça, on va basculer vers la dernière partie. Alors toujours, il faudrait que la connexion réponde. Voilà. Alors si je regarde dans mon projet, il y a un dossier Node Module.
Donc ce que vous voyez dans Node Module, c'est tous les modules, les dépendances du projet. Et si je regarde dans le Citlist, il y a plein de choses qui sont déjà installées, parmi lesquelles vous allez trouver Bootstrap. Alors Bootstrap, donc dist, CSS, et je vois ici bootstrap.css. Donc c'est-à-dire si je veux utiliser maintenant Bootstrap, il faut qu'il soit je peux l'utiliser intégré dans le projet. Juste avec Angular, il y a une manière plus simple de déclarer Angular dans le projet. Il y a un fichier qui s'appelle Angular CLI.json. Je vais vers une partie qui s'appelle Styles. Vous avez déjà ici, donc je vais ajouter, s'il y a une nouvelle feuille de style CSS dans le projet que vous voulez intégrer dans toutes les pages, le meilleur moyen c'est d'aller directement vers ici, donc vous la déclarez. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire plus node module. Node module, c'est-à-dire je suis dans le dossier node module. Ensuite, je suis dans le dossier Bootstrap. Dans Bootstrap, il y a un dossier dist, distribution. /css, il y a un fichier qui s'appelle bootstrap.css. Alors ça, c'est juste, j'inclus un style bootstrap.css. Une fois qu'il est inclus, j'aurai juste besoin de redémarrer le serveur, parce que quand vous changez ce fichier-là, il faut redémarrer le serveur avec ngserve, c'est ce que je fais. Et directement, je reviens vers mon étudiant.html et je vais réécrire ce code ici. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'ailleurs, si vous remarquez, pour changer juste le style, je vais utiliser ici, avec Bootstrap, quand vous mettez classe table. Et donc, la classe table elle est disponible. Alors je dois attendre le serveur, parfois au démarrage quand vous faites ngserve, il recompile, il régénère parce qu'il fait quand même un travail parfois important au démarrage, donc parfois ça prend quelques secondes. Alors tout dépend de l'état de votre machine, parce qu'il n'est pas encore complètement démarré. En même temps, je ne lui ai pas simplifié la vie parce que quand il était en train de démarrer, moi j'étais en train de modifier le code. Donc globalement, quand il détecte une modification, il recompile. Voilà. Voilà, c'est une opération de build. Donc tout ce qui est TypeScript, il va vers JavaScript. Au final, vous allez voir à la fin qu'est-ce qu'il me génère. À la fin, qu'est-ce que je dois garder dans toute l'application. Alors déjà, il y a une erreur. Donc quand vous avez ça, ça veut dire que même le chemin doesn't exist. Node, module, bootstrap, dist, css, bootstrap.css n'existe pas. Alors, est-ce que j'ai mal écrit le chemin? Alors, bootstrap. Regardez avec moi, donc il y a bootstrap dist, css, bootstrap.css. C'est exactement ça. Alors, je reviens vers le fichier que j'ai modifié, celui-là. Donc, c'est node module, bootstrap, dist, css, bootstrap.css. A priori, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc je vais regarder le chemin. Alors, node module. Est-ce que j'ai bien écrit ça? Node underscore module. Node. Ah, c'est pas ça. C'est pas tiré, c'est underscore. Je sais que c'est l'après-midi, c'est difficile de voir ce genre de choses. C'est très difficile. Node underscore. Alors, ici donc, je vais devoir CTRL-C, ngserve. Alors là, c'est juste parce qu'en fait, au démarrage, il lit ce fichier-là, et quand il voit vous faites référence à un fichier qui n'existe pas, il vous dit que ce fichier n'existe pas. Il faut juste que ça soit bien fait. Alors comme Bootstrap, donc c'est quelque chose que vous utilisez dans les... Parce qu'en fait, dans la partie design, il y en a ceux qui travaillent avec Bootstrap, les habitués, mais également il y a Angular Materials.
Angular Materials, c'est également des frameworks CSS qui font la même chose que Bootstrap. Donc il y en a ceux qui travaillent avec Bootstrap, il y en a d'autres qui travaillent avec Angular Materials. Alors maintenant, si je regarde, vous avez déjà remarqué quelque chose qui a changé dans le design. Donc mon tableau, il utilise le style table. Alors moi, je veux pas, c'est pas ce que je vais arranger ça. Alors je reviens à mon application, principalement partie HTML, et je vais faire quelque chose de différent. Voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser des divs. Classe d'abord container. Pour ça, c'est un conteneur CSS. Je vais utiliser un div classe panel, un panneau. Je vais utiliser un panel en bleu, c'est-à-dire primary. Et dans le panneau, je vais utiliser le titre du panneau classe panel hidden. Donc ça, c'est la liste des étudiants. C'est le titre de ce panneau. Et après, le contenu, div classe panel body. Et c'est là, je vais mettre maintenant, pour chaque formation, je vais créer un bouton. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un span et je vais faire une boucle, comme j'ai fait tout à l'heure. ng4. Pour chaque formation, let f of formation, je vais prendre ça, ce que j'ai fait ici, plutôt ce que j'ai fait ici. Alors pour chaque formation, je vais créer un bouton. Ce bouton-là, je vais mettre classe, je vais utiliser la classe btn, primary. Et je vais mettre ici, le bouton va dire le nom de la formation. Et pour le nom de la formation, c'est f.nom. Ce qui m'intéresse ici. Mais quand est-ce que je vais afficher ce conteneur? Uniquement une fois ngIf liste formation. C'est-à-dire, je vais l'afficher uniquement une fois que la liste des formations est disponible. Alors ce tableau-là, pour le moment, je vais le supprimer. Je vais garder que la liste des formations comme ça. J'enregistre. Et je vais regarder un peu ce que j'ai fait. Alors là, on aura quelque chose de différent. Alors j'aurai un panel dans lequel j'ai la liste des étudiants. Ici, il y a combien de formations? J'ai la formation PHP, j'ai Java et la formation Oracle. Donc c'est une boucle. Donc j'ai récupéré. Maintenant, ce que je veux, c'est que chaque formation, quand je clique sur une formation, je vais afficher la liste des étudiants. Alors pour cela, je vais utiliser dans le bouton, je vais utiliser click. Alors click, c'est-à-dire avec Angular, c'est-à-dire quand je clique, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle onGetEtudiant, et je lui transmets comme paramètre la formation F. Alors maintenant, à la fonction onGetEtudiant formation F, je vais la mettre dans la partie TypeScript, c'est-à-dire je vais la mettre ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore envoyer une requête vers le serveur pour lui dire donne-moi les formations donne-moi les étudiants de cette formation. Alors pour cela, je vais copier ça, CTRL-C. Ça veut dire que c'est une nouvelle requête que j'envoie. Sauf qu'ici, donc, je vais lui dire, je vais aller vers quoi? Formation slash. Je connais le ID de la formation, c'est f.id. Plus slash étudiant. Alors si vous vous rappelez, on a déjà expérimenté, on a déjà testé ça. Quand vous dites formation slash 1 slash étudiant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la liste des étudiants de cette formation. Bah c'est un peu maintenant, j'envoie une requête sur cette partie-là. Et du coup, donc, je vais avoir donc slash étudiant. Je récupère cette fois-ci les données. Cette fois-ci, je vais les stocker dans une autre liste que je vais appeler liste étudiant. Je vais l'appeler liste étudiant. Ici, donc, je vais utiliser, une fois que je récupère le résultat, liste étudiant
Peut-être j'ai mal. Liste. Voilà, il y a un T qui manque. Alors 10.list étudiant égale data. Donc quand je clique, je vais vers l'API REST, je récupère la liste des étudiants et le résultat, je le stocke dans la liste d'étudiants. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Je reviens à la partie HTML, j'affiche la liste des étudiants. Alors ici, donc, juste une fois, j'ai ici donc dans la partie body, ici, je vais faire un P juste pour séparateur et je vais créer, bon, c'est pas grave, je vais reprendre ce que je viens de faire tout à l'heure, un table, classe, égale table. Je vais créer un TH. Je vais afficher donc le nom de l'étudiant. TH, le prénom. TH, la date de naissance. C'est tout. Et après, je vais faire... mais ce que j'ai oublié, c'est TR. Je sais pas si... En fait, les TH devraient être à l'intérieur de TR. Et après, maintenant, la même chose. Maintenant, je dois faire une boucle avec ng4. Je vais parcourir la liste des étudiants. Let, pour chaque étudiant E, of liste étudiant. Ça, c'est l'intérêt de WebStorm, parce qu'avec WebStorm, il sait que vous avez une variable qui est déclarée qui s'appelle liste étudiant. Autrement, dans un autre IDE, il faut un peu retrouver facilement. Point. La même chose, donc je vais vers embedded. Point. Étudiant. Tel que c'est défini dans la classe. Et pour chaque étudiant, je vais mettre TD et je vais afficher étudiant E.nom. Je fais pareil pour afficher. Je vais afficher le prénom. Et je vais afficher la date de naissance. Alors juste pour être un peu correct, ce tableau-là, je ne vais l'afficher ngIf. Comme tout à l'heure, je vais l'afficher que si la liste des étudiants n'est pas nulle. S'il n'est pas nul, c'est-à-dire s'il est différent. Je peux ajouter différent de nul. Alors je reviens à l'application. Alors, vous voyez donc au départ, donc j'ai les formations. Ici en PHP, j'ai les étudiants qui sont inscrits en PHP. Java, il y a Hanan, Oracle, il y a Nabila. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vois là? Finalement, je vois, c'est la partie front de l'application, la partie back-end. On a pris du temps à la mettre, on sait les technologies, mais pour développer la partie front-end, les gens qui vont travailler front-end, donc, la partie backend. Tout ce qu'ils savent, quelle est l'URL qu'il va envoyer la partie backend, il lui donne les résultats et après ça donne. Alors, pour qu'on fasse quelque chose de mieux, j'aimerais bien quand même que le bouton qui est actuel soit en rouge. Comme ça, je peux voir quelle est la liste, ça correspond à ça. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord, j'ai besoin de faire quelque chose ici. Je vais déclarer une variable que je vais appeler current formation. C'est-à-dire la formation courante. Non, c'est pas ici. Pourquoi je suis là? Alors je suis... Non, c'est pas ce projet-là, c'est l'autre. Alors je reviens vers étudiant component.css.ts. Je vais déclarer une variable que je vais appeler current formation. Bon, une formation par défaut, je vais quand même... Ici, quand j'appelle en get formation F, en get formation F, je vais dire que la formation courante, il y a F. Donc pour ma current formation, ça représente toujours la formation qui est sélectionnée, qui a été sélectionnée. Et comme ça, si je reviens à la partie HTML, je vais quand même faire un test ici, faire le style CSS. Au lieu d'utiliser ici classe égale, je vais utiliser un attribut Angular ngClass. ngClass, ça veut dire quoi? Alors, entre crochets. Alors, ngClass, c'est-à-dire je vais donner une condition. Si la formation F
.id égale à current formation .id. Il a qu'un tas de la formation, il y a la même formation courante. Deux points. Je vais utiliser la classe que je vais utiliser btn bouton. Je vais utiliser btn primary, c'est-à-dire le bleu. Deux points. Deux points, ça veut dire quoi? Sinon, s'il est différent, je vais utiliser. Non, là, je vais utiliser le rouge, c'est-à-dire danger. Sinon, je vais utiliser le bleu, tout simplement. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Il y a... Voilà. Si. Alors, ng bouton. Ça, c'est bon. ng classe égale f.id. Il y a deux points qui... Voilà, 6 points d'interrogation. Ici. Vous savez les expressions ternaires. Condition, point d'interrogation. Valeur, c'est vrai. Deux points, valeur, c'est faux. Tous les langages, c'est la même chose. Si la condition indique f.id égale currentFormation.id, j'utilise ça. Sinon, j'utilise l'autre. Mais juste ça, je vais quand même dire, parce que quand même si currentFormation est nul au départ, je ne dois pas faire le test. Alors c'est pour cela. Parce que j'aurai un petit problème au départ. C'est-à-dire que je dois donner une valeur initiale à cette current formation. Donc je vais dire current formation, la valeur par défaut. Je vais lui donner son ID égale -1 par exemple, 2 points -1. C'est-à-dire au départ, forcément c'est différent. Alors je regarde. Bon, c'est un peu inversé, n'est-ce pas? Quand je clique, c'est faux. Alors il y a quelque chose qui cloche. Je crois que j'ai utilisé le même style pour les deux. Danger. Ben, c'est normal. Alors c'est-à-dire s'il est égal, c'est danger. S'il est différent, je vais utiliser primary. Voilà. Alors ici, donc, je vois ça. C'est une petite application. Alors, bon, je ne sais pas si vous comptabilisez un peu le temps avec les explications et tout ça, mais si vous êtes déjà dans le bain, vous êtes dans le bain, c'est des choses que vous faites en 30 minutes. Mais au début, vous n'allez pas passer 30 minutes. Vous allez peut-être passer 3 jours. Non. Alors ici donc juste je vais mettre ça à 100%. Bien. Alors ici la dernière étape. Maintenant je viens de vous montrer comment développer la partie back-end, comment développer la partie front-end. Maintenant je veux déployer, je veux passer en production. Ben, ça veut dire que finalement la partie back-end, qu'est-ce qu'il devient? Alors je dois générer le livrable de la partie back-end. Alors pour cela, donc, je vais utiliser dans mon projet ici, que j'ai développé là, je vais utiliser... alors juste une chose que je ne vous ai pas montré, j'ai fait un copier-coller tout à l'heure, je vais quand même vous montrer, regardez. Ici j'ai utilisé Xpose4, je l'ai montré. Vous savez que quand vous ajoutez, quand vous demandez d'ajouter un étudiant, par défaut, l'API REST ne retourne rien à l'utilisateur. Si vous voulez que l'API REST, basée sur Spring Data REST, retourne l'étudiant qui a été ajouté, vous ajoutez ça. Vous dites set return body on create. Et vous mettez true. Alors le fait d'utiliser ça, set return body on create, ça veut dire quoi? Quand j'ajoute un étudiant, je reçois un résultat. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va retourner comme résultat? Il retourne l'étudiant qui a été ajouté. Donc ça, si vous voulez configurer l'API Spring Data REST. La même chose ici en update.
Mais ça, non, on ne les a pas exploités. Donc, c'est juste si vous voulez savoir à quoi ça va servir. Mais a priori, donc... alors voilà, donc voilà ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser... vous savez que la partie backend, il est basée sur Maven. Et dans Maven, je vais utiliser run as build. Dans Maven, je devrais normalement taper une commande qui s'appelle mvn package. mvn package. Si je suis sur la ligne de commande, je tape mvn package, il me génère un jar. Avec le jar, ou le microservice. Avec le jar, je peux l'amener dans n'importe quelle machine, je le démarre. C'est une application indépendante. Il contient tout ce qu'il faut pour que ça marche. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, package. Alors, ça, c'est la partie backend. Maintenant, c'est générer le build. C'est-à-dire, je dois maintenant générer le build final. Je dois attendre un petit moment. Et en principe, si tout se passe bien, vous allez voir build success à la fin. Voilà, il fait les tests unitaires. S'il y a des tests unitaires, il les exécute. Et quand tout marche bien, à la fin, s'il n'y a pas, il redémarre l'application. S'il n'y a pas de problème, il va passer pour générer le jar. Alors en même temps, il faut le dire, c'est parce que je suis en train de faire, quand j'utilise Camtasia pour faire les captures en même temps, parfois ça ralentit le... Donc parfois le ralentissement, il est juste au fait ça, mais normalement c'est plus rapide que ça. Vous voyez donc c'est fait. Alors quand vous faites l'opération la première fois dans votre machine, il faut avoir la connexion Internet parce que parfois Maven, il a besoin de télécharger des plugins. C'est ce qu'il est en train de faire là, download. Vous voyez donc ça, il faut s'attendre à ça. Build success. Et si vous voyez build success, vous allez voir le chemin de votre application, il est là. Voilà le jar. Alors je vais le voir. CTRL V. Vous voyez donc notre application, notre microservice, il est là. Sa taille c'est 31 mégas. Avec le fichier que vous voyez là, ici, ce chemin-là, vous pouvez aller dans n'importe quelle machine, vous faites CD. Vous voyez donc ce jar ici, vous le mettez là où vous voulez, et vous tapez Java, -jar, le fichier s'appelle ms-jar. Alors si vous le démarrez, vous voyez donc ici, donc ça c'est une application autonome. Si le microservice, vous le démarrez. Alors généralement on ne le démarre pas comme ça, mais on le démarre en tant que service. Si vous travaillez sur une plateforme Linux, donc vous créez un petit script qui permet de le démarrer. Et après vous trouvez le script, vous mettez start ou la stop ou la restart, des trucs comme ça. Et ça devient un service dans la machine. Alors là, il est démarré. La preuve qu'il est démarré, c'est que si je reviens vers la partie front-end, ici, ben, ça marche toujours. Bon, ça marche toujours, théoriquement. Voilà, théoriquement, il y a quelque chose. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je peux dire que la partie backend, les avec le jar, je l'ai. En réalité, avec le jar, c'est le microservice, quand vous êtes dans une architecture cloud, ça s'appelle le jeter sur le cloud. Si quand vous prenez un microservice, vous le jetez. Il est quelque part. Mais si quand vous êtes dans une architecture basée sur les microservices, avec le système d'orchestration, le microservice, il sait déjà enregistrer le service d'enregistrement. Le service proxy, il sait comment le détecter. Et là, après, ça rentre. Alors maintenant, il reste la dernière étape, la partie front-end. Est-ce que vous développez la partie front-end? Comment la déployer? Alors la partie front-end, pour le moment, si vous regardez le code que vous allez avoir ici, c'est du TypeScript, c'est beaucoup de fichiers, etc. Angular. Mais ça, si vous donnez ça au navigateur, il ne va rien comprendre. Parce qu'il faut compiler tout ça, il faut générer
Une application qui contient trois choses. Une page qui s'appelle index.html, parce que toute l'application Angular, la partie front-end, c'est une application dite SPA, Single Page Application, une seule page, qui s'appelle index.html. Vous avez un fichier JavaScript et vous avez un fichier CSS. Comment le faire? Je vais arrêter mon serveur et je vais utiliser ça, ng build. Je demande maintenant Angular, construis-moi l'application. Je vais utiliser environnement égale prod. C'est-à-dire je veux générer l'application pour la production. Alors, ce qu'on a fait tout à l'heure avec Maven pour la partie back-end, là, on est en train de le faire pour la partie front-end. Vous attendez un petit moment, il fait les trucs, il vous génère des fichiers. Et ces fichiers-là, vous les prenez, vous les mettez dans un serveur Apache. Là, vous les mettez, c'est un site web statique. Puisqu'en fait, la partie front-end, c'est quelque chose de statique. Vous le mettez là où vous voulez. Généralement, on ne sait pas, la partie front-end, on ne la met pas avec le microservice. Mais si vous souhaitez la mettre avec le microservice lui-même, et comme ça devient le microservice lui-même, il contient sa partie front-end, je vais vous montrer comment le faire. Alors, vous voyez donc qu'il a terminé, et vous allez voir qu'il vous génère dans notre projet. Alors, la partie front-end se trouve dans le dossier Univ. Voilà le projet. Il y a un dossier qui s'appelle dist. Ah, il y a la partie front-end. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez une page qui s'appelle index.html. Il y a la partie front-end de votre application. Il y a des fichiers JavaScript et il y a des fichiers CSS, mais tout ça, c'est archivé. La taille de toute l'application, ça va tourner autour de 5 mégas. 5 mégas, 6 mégas. Donc, ça, c'est la partie front-end, c'est 5 mégas. La partie back-end, c'est 30 mégas. Alors maintenant, la partie HD, si vous l'ouvrez, vous pouvez l'ouvrir avec un navigateur quelconque. Ça, il n'est même pas déployé dans un serveur. Bon, a priori, donc ça ne va pas marcher. Ici, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut la mettre dans un vrai serveur. Sinon, quand vous ouvrez avec comme ça, le chemin comme ça, il n'a pas le droit d'envoyer les requêtes vers la partie. Donc, vous la mettez dans un serveur web, par exemple. Je ne sais pas. Alors, je prends ça. Par exemple, j'ai déjà Apache qui est là. En fait, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que dans mon microservice, je l'ai un peu trop serré. C'est-à-dire là, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que je suppose que j'autorise que le domaine localhost 4200. Logiquement, je devrais mettre dans les origines, je dois mettre étoile. C'est-à-dire, quand je mets étoile, ça veut dire que maintenant, ma partie frontale, je peux la mettre dans n'importe quel serveur. Mais bien sûr, si je fais ça, il va falloir régénérer le jar. Parce qu'en fait, ça, c'est le build qui a été fait. CTRL-C. Voilà. Oui. لا ما محتاجينش هذاك غير 4200 غير pour les tests. Donc quand tu fais ça c'est juste pour tester. Mais prod d'abord, le prod pour toi c'est quoi? La partie front-end du prod, c'est une application statique, c'est juste index.html. Tu prends ton fichier index.html avec ce fichier JavaScript, tu le jettes quelque part sur le serveur. Tu le mets quelque part, après ça va marcher. Pourquoi? Parce que même si tu le mets dans un domaine différent, tu as dans l'autorisation d'accéder à la partie backend. Il y a liste tout à l'heure. Alors d'ailleurs ici donc on a régénéré. J'attends juste genre régénérer comme ça vous allez voir. Alors il a régénéré donc il n'y a pas de problème. Je vais redémarrer la partie backend. Alors si on regarde un peu tout à l'heure. Alors qu'est-ce que je disais donc je disais donc l'application que j'ai ici. Je vais la mettre
Euh, est-ce que je le mets? J'ai Xampp. Alors, Xampp, quel est le dossier par défaut? Où est-ce qu'il met les pages? htdocs. Voilà, merci. Alors, htdocs, exactement. Donc, htdocs, je vais créer un dossier que je vais appeler app. Je le mets ici. En principe, si avec le serveur d'Xampp, je vais mettre localhost, parce qu'en fait, Apache il fonctionne sur le port 80. Parce que si vous faites ça par défaut, il va vers dashboard comme ça, mais je vais lui dire, demander d'aller vers app. Mais il faut lui dire index.html. Je n'ai pas le droit de faire ça. Alors je reviens. Ici, index.html. Alors si je regarde bien ici, dans les outils de développement, il vous dit que même là, il y a un fichier qui n'a pas trouvé, local. Bref. Alors, voilà ce qu'on fait souvent. Alors, il faut que je passe à la partie suivante. Alors, vous prenez l'application. Cette application-là, moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends l'application, je vais la zipper, je vais faire un fichier .zip, ben, je l'envoie vers un serveur distant, je fais l'extraction et généralement, donc, il n'y a pas de problème. Alors, sinon, si vous voulez l'intégrer dans le microservice, regardez ce que vous allez faire. Vous prenez ça, CTRL-C, vous allez vers votre projet, qui est un dossier statique. Tu as posé tout à l'heure la question. Maintenant, le microservice, il y a un dossier statique, je vais mettre tout simplement CTRL-V. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc maintenant, mon microservice, quand je tape http localhost 8080, je peux lui demander index.html. Et on peut le voir ici. Alors ça, je l'arrête. Et comme ça, je démarre directement ici. Alors maintenant, 80-80. Alors si vous mettez étudiant, donc ça vous savez. En principe. Il n'a pas encore démarré. J'attends. Il est en train de démarrer. Donc ça veut dire que le dossier statique. Voilà. Alors ça, on a déjà testé, mais maintenant je ne veux pas ça, je vais directement vers index.html. Alors, le microservice d'y aller, donc j'ai mon application. Alors, ça veut dire que maintenant mon jar, je le démarre, fait la partie backend, mais en même temps, il me donne l'accès à la partie front-end. Mais généralement, on ne fait pas ça, parce que quand vous dites microservice, créer la partie front-end pour chaque microservice. Les microservices, ils sont déployés le back-end, n'est-ce pas? Mais la partie front-end, parce que la partie front-end, il communique avec le service proxy. Ou c'est le service proxy qui va aller vers le microservice pour faire le traitement. Ben, du coup, donc, vous avez quelque chose en résumé. Mais en tout cas, donc, ça c'est le... Maintenant, vous pouvez régénérer le jar, vous démarrez votre jar et vous allez trouver donc la partie front-end le jar. Bon, je vais juste vous montrer une application que j'ai créée moi personnellement pour l'ENT, ENT, je l'appelle comme ça, donc que j'ai déployée. Bon, ça c'est une application que j'ai développée récemment. Elle est ce que je viens de vous montrer, la manière de développer
la partie back-end, la partie front-end, c'est la même procédure. Je suis seul à travailler sur le projet, il n'y a pas beaucoup de personnes. Alors, j'ai la partie back-end, le serveur, l'adresse IP, la partie front-end, là, je les mets ici. Voilà. Alors, en fait, dans cette application, qu'est-ce que je vois? Là, je vois quand même pas mal de choses. Donc, je vois les départements. Et pour chaque département, je vois des filières. Les filières soit en formation initiale ou bien en formation continue. Et pour chaque filière, par exemple, j'ai la filière d'ingénieur, le responsable de filière. Et je peux avoir le détail sur une filière. Et quand je vois une filière, je vois les semestres. Alors pour chaque semestre, je vois les modules. Et dans les modules, je vois les éléments de module. Et dans chaque élément de module, je vois la composition en cours, volume horaire, TDTP. Et je peux décider d'affecter un enseignant. Quand je fais éditer, je peux directement sélectionner l'enseignant qui assure cet élément de module. Je peux éditer facilement des trucs comme ça. J'édite, je peux changer le volume horaire, je peux changer l'enseignant qui s'occupe de telle chose. Okay. Et après, normalement, chaque chef de département, il s'authentifie. Il a le droit d'accéder uniquement aux filières du département. Il peut faire ça. Pour faciliter la saisie des données, parce qu'on quand même toutes les filières, saisir les données de la filière, les modules, les éléments de modules, etc., ça peut prendre du temps déjà. Alors, moi, ce que j'ai opté pour un fichier Excel, j'ai créé un modèle de fichier Excel qui a une personne qui va se charger de saisir les données de le fichier Excel, et après je fais upload. Donc les données de la filière, c'est quelque chose que j'ai fait, ça a été très rapide. Bête Kemchi, le tableau de bord. Tout ça, pourquoi on le fait? Parce qu'on a besoin de voir sur chaque département. Quand je vois le département, je vois en quelque sorte, bon, ça c'est les enseignants. On va dire c'est la charge horaire. De chaque enseignant, il y a la charge horaire qui lui est affectée. Ou je vois la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des enseignants qui travaillent plus que la moyenne, et des enseignants qui travaillent, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, on a une idée sur, par exemple, le département, le volume horaire, la moyenne du volume horaire qui est effectué le module. Et après, je vois pour chaque enseignant, je peux voir le volume horaire en cours, TD, TP, etc. Et je peux voir le détail. Les cours qui lui ont attribué. Et je peux voir également son emploi du temps, c'est-à-dire, parce qu'en fait, ça gère également l'emploi du temps. Quand je vois vers les personnels, c'est-à-dire chaque département, je peux consulter donc la liste du personnel, et pour chaque personnel, donc je peux voir en fait un tableau de bord sur lui, et je peux voir son emploi du temps. Je vois l'emploi du temps sur le semestre 1 et l'emploi du temps sur le semestre 2, il y a l'année prochaine. Ça, c'est quelque chose, c'est des données qu'on a déjà saisies. C'est-à-dire, on se prépare pour la rentrée prochaine. Et pour chaque emploi du temps, je vois pour S1, S1, c'est les semaines. Parce que dans un semestre, il y a 16 semaines. Donc, je vois déjà pour chaque semaine l'emploi du temps. Parce que ça change. D'une semaine à l'autre, il y a un cours qui se termine, etc. Et après, je vois surtout pour l'administration, je vois les salles. Parce que les conflits des salles, je peux aller vers une salle quelconque. Il y a les salles de cours, les salles de TP, les salles de TP informatique. Je vois par exemple la salle 74 ici. Alors qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois l'emploi du temps de la salle. Le taux d'occupation de la salle, je vois que là il est occupé par ce cours, etc. Je vois qu'il est libre. Ça c'est la salle. Et en même temps, pour chaque enseignant, je vois son emploi du temps. Je vois l'emploi du temps de la classe. Et j'ai l'emploi du temps des salles. Et j'ai, pour un enseignant qui rentre dans l'application, il accède à mon espace. Mon espace, je me fais mon tableau de bord, mon tableau de service. J'ai mon emploi du temps, c'est-à-dire l'enseignant, lui, à travers une version web comme ça. Mon emploi du temps, donc il doit voir l'emploi du temps. Mais vous pouvez constater maintenant, il quand même cherche assez de données. Voilà. Mais ça, c'est mon emploi du temps personnel. S1, voilà, je sais ce que j'ai. Je sais ce que j'ai dans S2. J'ai mon tableau de bord. Je peux voir un petit peu relativement les cours, TDTP, etc. Des choses que... Et après, je peux accéder à mon compte, je peux modifier, etc. etc. Ça, c'est une application, c'est du concret. C'est-à-dire quelque chose que j'ai développé avec mes propres mains, avec ces mêmes technologies, et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Alors, c'est même pas la peine de vous donner la durée. Parce que si vous donnez la durée, ça va... Alors, maintenant, quand même, pour que cette application puisse fonctionner, il y a quelque chose, parce qu'il faut s'authentifier.
N'est-ce pas? La sécurité, je vais en parler maintenant, sécurité des applications web. Parce que quand même on a pris assez de temps